Bonjour à tous, très bon choix de musique au passage, merci la FUP. Aujourd'hui, on va parler du grand cycle de la vie d'une variable, donc on va parler de mémoire, d'un peu quelques détails en interne. Mais avant tout, retour dans le passé avec une petite bande dessinée que j'ai découvert il y a très longtemps, trop longtemps peut-être. Vous avez votre petit robot qui représente Java ici, qui trouve de la mémoire par terre. Oh, je vais la recycler, qui la met gentiment dans le bac de recyclage. Java, voilà, il gère la mémoire, c'est un peu PHP, ce que fait PHP. Et de l'autre côté, vous avez C++ qui laisse tomber la mémoire et qui littéralement insulte le développeur pour qu'il en prenne soin. Alors ça fait rire. Quand j'ai découvert ça, moi je faisais du C++, donc le rire un peu jaune. Maintenant ça va, on est du bon côté, on fait tous du PHP, on est entre gens civilisés. Et du coup, c'est nickel. PHP prend soin de la mémoire, donc question légitime, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en occuper au final? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'embêter à comprendre comment ça marche? Il y a un article qui l'explique très bien, j'aime beaucoup, je le cite plusieurs fois, c'est Leaky Abstractions. L'idée, c'est les abstractions, plus elles sont compliquées, plus elles ont de chances d'être poreuses. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez besoin de savoir un peu comment ça marche en interne pour bien les utiliser, ce qui est un peu contradictoire avec le but d'une abstraction. C'est pas seulement de la théorie et juste un bel article, c'est arrivé il y a 10 ans, presque jour pour jour, dans Composer. Ceux qui savent. Donc, il y a eu un commit dans Composer avec cette instruction gcdisable qui désactive explicitement le garbage collector. Ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de trolls qui disent « Ah, PHP c'est nul ». Bon, voilà. Mais aussi beaucoup d'articles très constructifs qui expliquent dans ce cas-là, c'était très bien de le faire, ça optimise exactement ce qu'il voulait, mais ce n'est sûrement pas adapté à votre cas, etc. Et là, on est exactement dans ce cas-là où on avait besoin de savoir comment marchait PHP en interne pour optimiser un cas d'usage précis. Ces cas d'usage, ça va souvent être des scripts PHP longs, parce que historiquement, PHP, c'est d'abord des scripts courts en HTTP. Et là, le pari qui avait été fait à l'époque, c'était juste de dire la mémoire, on la désallouera tout à la fin, il n'y a pas besoin de s'embêter, donc pas besoin de gérer la mémoire plus que ça. Ça marchait sur des courts scripts. Maintenant, si vous avez des scripts qui durent des heures, peut-être même des jours, des workers, etc., là, ça ne marche plus. Il faut donc un mécanisme différent, et on va voir tout ça. Commençons par le début, la création des variables. J'ai des petits schémas qui sont très simplifiés, qui sont là surtout pour vous donner une idée de comment ça marche en interne. Ensuite, n'hésitez pas à aller fouiller la doc, etc., pour avoir une idée plus précise. Donc là, on a ce qu'on appelle la fameuse zval, qui est un conteneur pour pointer vers quelque chose, une valeur. Okay, il y a deux champs intéressants ici dont on va parler, le type, une sorte de header dans la zval, et la zenvalue, qui est la vraie valeur qui est stockée. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est une taille fixe. Okay, ça paraît tout bête, mais on va voir qu'on ne peut pas tout faire rentrer dedans du coup. Les nombres et les booléens, c'est le plus simple parce qu'eux aussi, ils sont de taille fixe. Que vous stockiez 0 ou 1 million, c'est toujours la même taille en mémoire. Donc la zval, très simple, un flag pour dire c'est deux types entiers, et en interne, la zenvalue, ce sera 42. Ok, pas de surprise. Là où on commence à avoir des choses plus compliquées, c'est par exemple pour les strings et les tableaux, parce qu'eux, ils ont par définition une taille variable. Donc, ils ne vont pas pouvoir être contenus dans la zval. Donc, ce qui se passe, c'est que la zval contient toujours le type, et la zenvalue, c'est finalement un pointeur vers, ici dans le cas d'une chaîne de caractères, une zenstring. On a un petit header, toujours, pour nous dire des méta-informations. Là, j'ai mis juste la taille, et on a effectivement la mémoire allouée dynamiquement derrière, avec notre contenu. Exactement pareil pour les tableaux, à l'exception que ce n'est pas seulement des caractères, c'est aussi d'autres zval, et on peut imbriquer des choses comme ça. Ça marche très bien. Par contre, puisqu'on ne maîtrise pas la taille, puisque c'est une taille variable, on peut se retrouver dans le cas où la copie est chère. Chère en CPU, en mémoire bien sûr, mais que ça prenne un temps non négligeable. On pourrait se dire, ça va, les copies, j'en fais pas trop souvent. En fait, vu que par défaut, dans PHP, les
variables sont passées par copie, eh ben, j'ai un exemple là vraiment tout bête où c'est une récursion qui s'appelle 10 fois. Ce qu'il faut noter, c'est que j'ai un tableau de 1 million d'éléments. Voilà, si je fais 10 fois l'appel et que je passe à chaque fois ce tableau, eh ben, j'ai 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Donc, normalement, à un moment, je vais vite atteindre la limite de ma mémoire et ça va cracher. Sauf que ça ne crache pas. Et pourquoi? Parce que PHP, il est malin. Il a un mécanisme qui s'appelle le copy on write, littéralement la copie à l'écriture. Comment ça se passe? C'est que quand vous créez une zval, pas toutes, mais en tout cas les strings et les tableaux, il a sa structure dynamique donc qui est allouée quelque part, sa zenvalue. Quand vous allez faire une copie, en fait, il va créer une autre zval, mais qui va pointer vers la même zenvalue. Okay, donc c'est-à-dire que vous avez deux conteneurs de valeurs, mais la valeur pointée, c'est la même. Donc il n'y a pas de copie à faire, c'est gratuit. Par contre, au moment de l'écriture, là, forcément, on a besoin d'avoir deux valeurs distinctes, et c'est à ce moment-là que la copie sera faite. À ce moment-là, on aura à payer le coût effectif de la copie. Mais c'est retardé. Il y a un petit effet de bord à connaître, du coup, c'est que, vu que vous décalez l'allocation mémoire, vous pouvez avoir un bug d'allocation mémoire là où vous ne vous y attendez pas, par exemple. Donc je reprends mon même exemple, j'ai une récursion, voilà, tout se passe bien. Par contre, si je rajoute juste cette instruction, qui logiquement ne fait rien, c'est-à-dire dans l'élément d'index 0, je copie l'élément d'index 0, et bien pourtant, rien que ça va faire cracher mon programme. Pourquoi? Parce que là, je fais une écriture, PHP ne détecte pas que c'est une instruction stupide, et ça suffit à faire la copie. Et du coup, à chaque appel de fonction dans ma récursion, ça va augmenter vraiment la mémoire, et là, ça va cracher. Et ça va cracher où? Exactement sur cette ligne. Il ne va pas me dire que c'est parce que j'ai fait un appel de fonction que ça copie, mais il va me dire, voilà, tu as consommé trop de mémoire ici. Ça, c'est un bug, moi, que j'ai rencontré personnellement en faisant des traitements de gros CSV, donc des tableaux qui étaient passés de fonction en fonction, et à un moment, je sais pas, j'incrémentais une variable dans un tableau, et ça faisait tout exploser. C'était ma rencontre avec le copy on write. Les objets, c'est pareil, mais différent. C'est pareil dans le sens où, effectivement, il y a cette histoire de référence. Pareil, la valeur est allouée en dehors. Par contre, il n'y a pas de copy on write parce que, par défaut, les objets, c'est des références et c'est de manière explicite qu'on clone. Donc, il n'y a pas vraiment besoin, il n'y a pas grand-chose à gagner. Dans les fonctions, en tout cas, c'est toujours passé par référence. Les références, d'ailleurs, on va beaucoup en parler, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est aussi des zval. C'est des zval avec une zenvalue de type zenRéférence et ça pointe vers un objet en particulier qui a quelques métadonnées et une autre zval qui pointe éventuellement sur d'autres choses, etc., etc. Donc on a vu la partie création, il y a ce petit piège du copy and write. La difficulté, ça va être surtout sur la destruction, puisque avec ce système de référence, la difficulté, c'est de savoir quand est-ce que je peux vraiment détruire ma valeur qui est pointée. Il faut être sûr qu'il n'y ait plus aucune zval qui pointe sur ma zenvalue. Et donc pour ça, il y a un algorithme qui est connu, je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas, en ont déjà entendu parler, c'est le reference counting. L'idée, c'est qu'on maintient un compteur sur chaque zenvalue qui nous dit, voilà, il y a tant de zval qui pointent vers moi. Et chaque zval, quand elle est détruite, elle a pour responsabilité de décrémenter ce refcount. Et quand on arrive à 0, c'est bon, on sait que plus personne n'utilise cet espace mémoire, on peut le supprimer. On peut avoir une indication du refcount. Ce n'est pas quelque chose qui est exposé dans l'API PHP, mais on peut en avoir. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas vraiment exposé. J'ai un exemple ici, donc A a été créé en 2 fois, je ne rentre pas dans les détails pourquoi. Ce qui est important, c'est que j'ai une variable A, une variable B, qui toutes les deux pointent vers une chaîne de caractères, puisque B est une référence sur A. Il y a l'instruction debug zval_dump qui permet d'afficher donc que c'est une string, son contenu, et surtout, vous voyez à la fin, refcount 3. Okay, donc on a le refcount sous forme de chaîne de caractères. À noter que 3, ça peut peut-être surprendre parce qu'on se dit, j'ai A, j'ai B, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est un peu les détails d'implémentation, mais quand vous appelez la fonction debug zval_dump, vous créez une autre référence. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir avoir une idée de ce qu'est le refcount. C'est difficile de vraiment se baser dessus parce que pour plein de raisons internes à PHP, il peut changer ou on ne peut pas vraiment se fier très précisément dessus ou au moins attendre une valeur précise. Pour info, xdebug fournit aussi une fonction équivalente. La petite astuce, c'est que ça se base non pas sur la variable elle-même, mais sur le nom de la variable, et du coup, ça permet de récupérer
le ref count de manière un peu plus précise. Ça donne aussi d'autres infos, là, si c'est une vraie référence, etc. Donc bon, voilà, il y a différentes fonctions qui nous permettent d'avoir une idée de comment fonctionne le ref count. Le ref count, ça marche très bien, sauf quand ça ne marche pas. Et ça ne marche pas avec les références circulaires. Un problème connu, c'est-à-dire que si vous avez des objets qui peuvent contenir eux-mêmes des références vers d'autres objets, qui peuvent contenir eux-mêmes des références vers d'autres objets, etc. A pointe vers B, B pointe vers C, C pointe vers A, et là vous avez un cycle. Et du coup, quand vous supprimez A, eh ben, vous décrémentez le ref count de la zen value, vous supprimez B, vous faites pareil, et ainsi de suite, mais à la fin vous vous retrouvez avec un cycle, c'est-à-dire vous avez des zen values qui ont chacune un ref count de 1, et ben, du coup on n'est pas sûr de pouvoir les effacer. Et les cycles, ça peut être quelque chose de très grand, vous imaginez voilà, des services qui appellent d'autres services, etc. Là, c'est un exemple même trivial avec seulement 3 objets. Alors, ça a été adressé depuis PHP 5.3. Avant, c'était connu, c'est on le désalloue pas, ça sera désalloué à la fin de la requête HTTP ou à la fin de votre script qui dure 24 heures. Ça, c'était plus la même chose. Donc la collection de cycles, l'idée c'est qu'on va collecter toutes les n-values dans ce qu'on appelle un root buffer, avec toutes les values qui potentiellement pourraient former un cycle. Donc on met les valeurs là-dedans chaque fois qu'on décrémente le ref count, c'est-à-dire qu'on le décrémente, c'est pas 0, bon, potentiellement ça pourrait être un problème. On le met dans le root buffer. Si tout au long de la vie de la variable, il se trouve que le ref count descend à 0, pas de souci, on l'enlève du root buffer, tout va bien. Le cas limite, c'est quand on atteint la taille de 10 000, c'est une taille qui est hard-codée dans le code de PHP. Quand on atteint la taille de 10 000, alors on lance un algorithme qui va analyser tous les cycles, essayer de trouver les cycles qu'on peut effectivement enlever de la mémoire, qu'on peut libérer parce qu'ils s'auto-référencent. Ça, c'est assez coûteux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut trouver une taille, un bon compromis, c'est-à-dire pas le faire sans arrêt, mais pas le faire non plus quand il y en a trop. Donc voilà, 10 000, c'est un entre-deux. Et là, comme ça, on élimine tous nos cycles croyés perdus. Sauf qu'il y a le cas limite, quand vous avez 10 000 cycles dans votre root buffer et qui sont tous en train encore d'être utilisés, et bien là, on ne peut plus rien mettre dedans. Et le pire qui peut arriver, c'est que vous ayez d'autres références qu'on veuille ajouter là-dedans, sauf qu'on n'a plus de place. Et là, il n'y a pas de mécanisme miracle, la mémoire est perdue. PHP, il n'aura même plus de référence, c'est pas simplement que vous avez oublié de faire un unset, c'est la mémoire est vraiment perdue. Et la double peine, c'est qu'elle est perdue, et comme votre buffer est plein, à chaque fois que vous allez que PHP va déclencher la collection de cycles, il va calculer tout ça pour rien, parce que de toute façon c'est plein et on ne peut plus rien enlever. Donc tout ça, c'est expliqué en détail par un autre Benoît, qui a fait ça en 2016 à Clermont-Ferrand. Il a fait une très bonne explication de tout ce mécanisme-là. Il présentait aussi une extension qu'il avait écrite, même info, et qui est très bien pour détecter les memory leaks. Donc voilà, n'hésitez pas à aller revoir ça pour plus de détails. Il expliquait ça, c'est au début de PHP 7. Depuis PHP 7.4, on a une nouvelle fonction, c'est gcstatus, qui donne des informations sur ce fameux root buffer. On peut savoir combien il y a d'éléments dedans, combien de fois on a fait la collection de cycles, etc. Donc maintenant, on a peut-être un peu plus d'outils pour comprendre comment ça marche. Il y a des fonctions comme gc-enable disable, on l'a vu, pour activer, désactiver cette collection de cycles, sachant que ça ne désactive pas l'insertion des valeurs dans le root buffer, ça c'est écrit dans la doc. Une fonction que vous avez peut-être déjà vu passer, c'est le gc-collect-cycles, qui lui donne la main au développeur PHP pour explicitement dire fais-moi la collection de cycles maintenant, et il vous donnera le nombre d'objets qu'il a effectivement enlevé du root buffer. Donc, une première partie, c'est effectivement cette collection de mémoire. Il y a un petit truc, moi, qui m'amuse et dont je voulais vous parler, c'est les destructeurs. Les destructeurs, s'il faut retenir une chose, c'est compliqué. C'est pas compliqué le principe, c'est une super feature, j'aime beaucoup, mais alors il peut se passer tellement de choses mal à cause des destructeurs. C'est bien écrit dans la doc d'ailleurs, il faut faire attention de ne pas trop attendre un ordre d'appel pour les destructeurs. Alors, la logique, c'est effectivement la dernière créée, c'est la première supprimée, mais il y a des cas où c'est plus compliqué avec les références circulaires, avec les globales, etc. Donc, il est bien écrit, ne vous attendez pas à un ordre spécifique. C'est de l'ordre du détail d'implémentation. Il y a des choses un peu bizarres aussi qu'on peut faire. Avec un destructeur, si on lève une exception,
bon, on la catch, on fait ce qu'on a à faire. Par contre, si le destructeur est appelé à la toute fin, lorsque PHP fait le ménage de toutes les variables, eh ben, c'est écrit dans la doc, si vous lancez une exception, alors il n'appellera pas les autres destructeurs. Donc du coup, vous pouvez avoir des variables qui sont détruites, mais dont on n'a pas appelé le destructeur. Donc, attention, si vous avez des choses importantes à faire dans le destructeur, il ne faut pas qu'il y en ait un autre qui lance une exception, il pourrait ne pas être exécuté. Et on peut avoir un truc encore plus rigolo, on peut avoir une variable dont on appelle le destructeur, mais qui n'est pas détruite. Parce que dans le destructeur lui-même, vous pouvez sauvegarder in extremis une référence à this, et la stocker, voilà, ici dans un tableau statique destroyed. Et donc, vous vous retrouvez dans le cas où vous avez appelé le destructeur, mais la variable existe toujours. Alors, PHP garantit que le destructeur ne sera pas appelé une deuxième fois, mais voilà, on se retrouve un peu dans cet entre-deux. Il existe depuis PHP 8 des outils qui permettent de casser les cycles, non pas de simplifier, mais en tout cas d'avoir plus la main sur cette gestion mémoire. Les weak références, déjà, qui, comme son nom l'indique, sont des références faibles, permettent de garder une référence vers un objet, mais sans incrémenter le refcount. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher l'objet d'être détruit. Et donc, potentiellement, l'objet peut être détruit alors que vous avez toujours une référence faible vers cet objet. Pour le construire, vous n'utilisez pas le constructeur, qui, bien qu'il soit public, fait une fatale erreur. C'est écrit dans la doc, mais bon, un peu bizarre. Il y a une méthode statique, create, qui permet, à partir d'un objet, créer une référence faible. À partir de là, vous avez une méthode get, qui retourne cet objet, exactement celui-là. Et comme je vous l'ai dit, si vous détruisez l'objet, la référence faible est toujours là, sauf que la méthode get renverra nul. Donc, une référence sur un objet sans empêcher sa destruction. Un exemple, par exemple, si vous faites des graphes, là c'est un graphe super simplifié, juste avec un parent, un enfant. Si vous avez la double liaison, les parents connaissent les enfants connaissent les parents, vous créez des cycles en pagaille, et du coup c'est impossible de libérer rapidement la mémoire sans attendre le passage du garbage collector. Donc, l'exemple, le parent, l'enfant du parent c'est l'enfant, le parent de l'enfant c'est le parent, bien entendu. Et voilà, quand on fait un unset ici, je détruis les deux variables, mais si je fais la collection de cycles, ça me retourne 2 parce que, effectivement, quand j'ai fait un unset, ça n'a pas réellement détruit toute la mémoire. Il y avait deux variables qui étaient encore stockées en mémoire dans le root buffer et que le collect cycle a effectivement supprimé. Si je réécris ce petit bout de code avec les weak references, donc je peux utiliser la notation générique avec PHP stan, etc. C'est très bien supporté. Donc mon parent, c'est une référence faible. Savoir si c'est l'enfant ou le parent qui a la référence faible, c'est purement philosophique. Là, j'ai choisi le parent. Ça dépend du cas métier que vous avez. Je crée pareil la liaison, sauf que le parent, du coup, c'est une référence faible. Je unset les deux variables. Et là, quand je collecte les cycles, ça me retourne 0, parce qu'il n'y avait rien du tout à collecter. Toute la mémoire était déjà désallouée. Parce qu'il n'y avait pas de cycle grâce à cette référence faible. Petite feature intéressante, quand vous créez une référence faible sur un objet, si vous créez une deuxième référence faible sur le même objet, c'est la même référence faible. C'est-à-dire que du coup, l'opérateur triple égal marche. On ne peut pas créer deux instances différentes sur un même objet. Un autre objet que j'aime beaucoup arrivé en PHP 8, les weak maps. Le prototype, grosso modo, c'est comme un tableau. C'est comme un tableau, mais un tableau où les clés sont des objets. Et vous pouvez associer à cet objet, du coup, n'importe quel type de données. Donc ici, juste des chaînes de caractères, mais vous pouvez avoir des tableaux ou d'autres objets, etc. Donc là, voilà, je fais le tour de ma weak map et donc j'affiche toutes mes valeurs, donc objet 1, objet 2, objet 3. Ce qui se passe par contre, c'est quand je supprime un objet, la weak map, pareil, c'est une référence faible, elle va automatiquement se mettre à jour et supprimer l'entrée du tableau qui est associée à l'objet qui a été détruit. Donc dans mon exemple, je n'ai plus que objet 1 et objet 3. Ça, c'est super pratique si vous voulez, par exemple, mettre des métadatas sur un objet que vous ne contrôlez pas. Si vous voulez, le meilleur exemple est donné dans la doc, c'est pour du cache, par exemple, vous voulez mettre du cache sur un objet. Le problème, c'est que dès que vous référencez l'objet, vous empêchez sa destruction et du coup, vous pouvez être un peu dans des problématiques de mémoire. Donc voilà, on n'empêche pas sa destruction et c'est automatiquement supprimé lorsque
l'objet est supprimé, l'objet pointé est supprimé. Voilà un peu, on a fait le tour création, destruction, enfin, cassage des cycles. C'était un peu les détails d'implémentation que je voulais vous donner. Des petits pièges à savoir. Ce n'est pas forcément le use case que vous aurez tout le temps, mais n'hésitez pas à creuser dans la doc pour avoir plus d'informations. Et si vous avez des questions, je suis là les 2 jours, n'hésitez pas. Merci beaucoup.